Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Euh, donc, ouais, il faut bien couper donc, tous les micros. Donc, voici un nouveau webinaire qui est organisé par notre URPS, donc Médecins libéraux des Hauts-de-France, dont j'en suis le président. Je me présente, je suis le docteur Stack Bruno, je suis pneumologue et pour ce webinaire, je serai accompagné d'une part de Frédéric Coutenier, pédiatre, Estelle Borne, dermatologue, Vincent Dédès, ophtalmologue, hein, et également d'Adeline et Jefferson pour donc toute la partie technique et donc pour ces webinaires sur les équipes de soins spécialisées. Alors simplement donc pour vous dire que d'un point de vue purement organisationnel, on va prendre la parole à tour de rôle, mais vous avez la possibilité de poser des questions. Pour poser vos questions, vous allez sur le petit onglet qui est en bas à droite, vous avez questions. Et donc, on fait questions, on va les voir. Soit on y répond en direct, soit on se fait parfois un petit arrêt pour répondre de façon commune à certaines questions. N'hésitez pas à poser ces questions. Par contre, vous ne pouvez pas prendre la parole en oral. Sinon, on n'aura pas fini avant 24 heures, ce qui serait un peu embêtant pour ce soir. Pour vous dire que je suis assez ravi de voir le nombre de participants ce soir. On a quand même 80 inscrits et moitié de médecins généralistes sur ces équipes de soins spécialisés, moitié à peu près donc de spécialistes représentant un peu toutes les spécialités qui puissent exister. Voilà. Donc je vous propose de commencer parce qu'encore équipe de soins spécialisés, c'est encore un peu flou, bien que ça commence à naître un peu dans toute la France. Un terme un peu particulier et on voulait donc vous en faire part. Où est-ce qu'on en était dans ces travaux? Alors, on va faire qu'est-ce qu'une équipe de soins spécialisés? Sachant que dans les Hauts-de-France, on en a voilà, 2 qui sont donc réellement créés. Et vous aurez les exemples, et d'où la présence de Frédéric et de Vincent, et 2 autres qui sont en cours en dermatologie, en pneumologie. On espère qu'il y en aura encore plus. La psychiatrie, par exemple, mais toutes les bonnes volontés pour faire une équipe de soins spécialisés seront les bienvenues. Donc, on fera les mises en perspectivité des missions pouvant être déployées et les méthodologies d'élaboration d'un projet de santé, ce qui fait toujours le plus peur, hein, en vérité, mais on est là pour vous aider, hein, d'où la présence donc de notre équipe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une équipe de soins spécialisés? D'abord, c'est des enjeux un peu politiques dans des équipes de soins spécialisés, car vous savez que le deuxième recours, à savoir donc la spécialité en ville, c'est mal connu de l'ensemble, alors pas des médecins généralistes, pas de nous-mêmes, mais mal connu de l'hôpital, mal connu également de nos instances ministérielles, de l'ARS. Et donc, il fallait à un moment donné se dire comment se positionner. Peut-être que la solution de se coordonner entre nous, d'autant que nous sommes actuellement vraiment dans des exercices coordonnés qui naissent partout, que ce soit les équipes de soins primaires, que ce soit les maisons de santé pluridisciplinaires, que ce soit donc les CPTS, il manquait un maillon là-dessus. Et donc c'est pourquoi les équipes de soins spécialisés. C'est aussi pour organiser les soins ambulatoires, en équipe de soins spécialisés, qui soient des soins non programmés, de parcours de soins tout à fait particuliers, d'agir également sur la formation des spécialistes, d'organiser la médecine spécialisée libérale, d'encourager également un regroupement. C'est toujours bon de se regrouper, de discuter entre nous, et puis de disposer d'une belle vue de ces équipes de soins spécialisés et de la spécialité en médecine libérale. Alors le cadre réglementaire, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de cadre réglementaire. Les équipes de soins spécialisées ont été rajoutées donc dans les différents décrets. Ça existe, c'est bien connu maintenant de nos différentes instances, ARS, ministère, y compris la Caisse, puisque on en discute même lors de la discussion de la négociation conventionnelle, pardon. Donc, une équipe de soins spécialisés est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins spécialistes d'une ou plusieurs spécialités hors médecine générale, choisissant d'assurer leur activité de soins de façon coordonnée avec l'ensemble des acteurs du territoire, dont les équipes de soins primaires, à savoir donc bien sûr le premier recours, sur la base d'un projet de santé qu'ils élaborent entre eux. L'équipe de soins spécialisés contribue avec les acteurs de soins de premier recours à la structuration d'un parcours de santé. Donc ça, c'est la loi du 24 juillet 2019. Pour l'instant, on n'a pas de cadre très contraignant. On en discute dans les différentes régions, on en discute au niveau des syndicats. C'est une construction libre du projet à la main de la spécialité concernée. Donc c'est bien, on peut très bien partir sur des parcours de soins, très bien partir sur des réunions pluridisciplinaires, très bien partir sur les soins non programmés ou sur une action tout à fait particulière. Par contre, il y a un territoire qui doit être défini, c'est souple,
hein. Donc ces territoires, c'est pas un tout petit territoire, c'est nécessairement un territoire plus large. Alors ce qu'on est en train d'évoquer, c'est beaucoup plus au niveau départemental maintenant, hein, pour regrouper donc l'ensemble de cette équipe de soins spécialisés. Ce qui n'empêchera pas de réfléchir après à des associations beaucoup plus locales. Alors, les objectifs opérationnels, bah, c'est favoriser l'accès aux soins spécialisés grâce à une coordination entre nous et avec les organisations de premier recours. Bon, on sait qu'il y a quand même une diminution du nombre de spécialistes libérales, qu'il y a des délais de prise en charge de rendez-vous qui s'allongent, qu'il y a des actes inutiles, une augmentation du nombre de passages aux urgences. Eh bien, donc, si on peut répondre en s'organisant entre nous et chaque spécialité peut très bien y réfléchir, ça permettrait donc d'améliorer ses parcours. Donc, c'est une prise en charge en ville des besoins spécialisés urgents, semi-urgents et les soins non programmés ou urgents à la demande donc du médecin traitant et très nettement améliorer la visibilité, amélioration de la pertinence des soins. C'est coordonner des parcours de soins en partenariat avec les expertises de terrain. Certains patients nécessitent une prise en charge d'établissements spécifiques et ça, c'est la spécialité qui connaît qui fait quoi dans sa spécialité. Si on peut avoir un parcours beaucoup plus défini, ce serait bien. D'autres patients devraient plutôt être pris en charge en ville. Améliorer la collaboration entre les spécialistes libéraux et les structures de troisième recours. Ces structures de troisième recours, c'est les établissements privés ou les établissements publics. Peu importe, c'est là où il y a la ressource. Rendre visible l'offre de soins, donc c'est ce qu'on appelle les sous-spécialités, qui fait, je ne sais pas moi, en pédiatrie, de la gastropédiatrie, qui fait plus de l'onco-pneumologie, qui fait plus en ophtalmo, tu le montreras peut-être un peu plus, mais donc ça va permettra donc de mieux définir qui fait quoi et d'avoir un parcours de soins beaucoup plus efficient. Il faudra également développer des programmes d'échange et de formation entre spécialistes. Les médecins sont de plus en plus, en spécialité. Il y a une connaissance exponentielle donc de l'expertise médicale. Mais cela va permettre de développer, des RCP. Et nous, on a des discussions multidisciplinaires, on a des, réunions de concertation d'AS, des réunions collégiales. Donc tout ça permettra de le mettre en exergue et de le mettre de facilité. Alors un schéma un peu compliqué, mais pour dire que où se situe l'équipe de soins spécialisés? Elle va se situer d'abord pour ne pas, altérer le parcours de soins déjà préexistant. Il est certain que, bah, vous avez le médecin de premier recours pour lequel donc le patient donc peut lui arriver par différents, chemins, que ce soit donc par les infirmiers, les masseurs kinésithérapies, les chirurgiens, enfin donc et puis le patient en lui-même et qui, bien sûr, s'il y a déjà un parcours qui est bien défini et qui connaît localement son médecin spécialiste, il va l'adresser à son médecin spécialiste avec qui il travaille habituellement. Mais s'il a besoin éventuellement d'une expertise spécialisée tout à fait particulière ou s'il n'a pas recours à cela, peut-être que l'équipe de soins spécialisés sera donc une réponse avec un numéro, par exemple, unique qui pourra donc, avec un coordinateur, bien définir et revoir donc le patient et le remettre dans un parcours de soins défini, tout en ayant soin dans cette équipe de sensibilisation, de respecter le parcours et de éventuellement le réadresser aux médecins spécialistes du territoire défini d'où vient la demande. Mais aussi, pourquoi pas l'adresser à une sous-spécialité, à une sous-expertise nécessaire pour ce patient. Tout est possible. Donc là, avec le développement, par exemple, de téléexpertise, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficiente, hein, et de téléconsultation, pourquoi pas. Et donc, ça nous permettrait donc de faire ça. Et puis, cette équipe de soins spécialisés sera également, comme je le disais tout à l'heure, en relation avec ce qu'on appelle le troisième recours, c'est-à-dire les établissements donc, d'établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. Et ça n'empêche qu'en plus, cette équipe de soins spécialisés peut contractualiser avec déjà des organisations. Elle peut contractualiser avec des projets de santé d'une certaine CPTS. Elle peut contractualiser avec une MSP pour des projets de santé tout à fait particuliers. Au lieu de s'adresser à quelqu'un d'unique, il va s'adresser à l'équipe de soins spécialisés qui en aura l'expertise. Alors le financement, pour l'instant, le financement, bah, il n'est pas très bien défini. Ce sont des négociations que l'on fait donc pour le moment avec notre agence régionale de santé, avec des financements qui sont sur des fonds FIR, qui nous permettent donc de faire le projet de santé et d'avoir un budget pour les différents besoins de cette équipe de soins spécialisés. Sachez quand même que probablement que ça risque de changer, on n'en sait rien. C'est dans la négociation conventionnelle pour le moment. Est-ce que ça doit rester là ou pas? Pour l'instant, ça, c'est aux syndicats nationaux
de voir donc les suites. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une grande demande de nos instances à créer cette coordination et à nous aider à le faire. Donc, voilà pourquoi dans chaque région, ça commence à bien être. Alors, à quoi va servir donc ces financements? Ils vont servir à des frais de personnel, que ce soit donc un RH, une IPA, une secrétaire, un coordinateur, à avoir des locaux, à avoir du mobilier nécessaire donc aux réunions donc de cette équipe de soins spécialisés, à avoir du matériel informatique, mais aussi des plateformes, donc des outils SI, quels qu'ils soient, donc de la téléexpertise, de la téléconsultation, des outils d'agenda partagé, de faire de la communication et permettre également de la formation directe via donc la plateforme, donc le site de l'équipe de soins spécialisés, permettant donc d'améliorer donc ce parcours. Mais vous aurez des exemples avec les équipes de soins spécialisés qui existent déjà. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais pour l'instant, c'est en cours de négociation, mais on est là pour vous aider, pour créer ces équipes de soins spécialisés, pour vous aider à faire comment dire le projet de santé, puis après aller négocier. Donc cela. Alors, les mises en perspective des missions pouvant être déployées, elles sont multiples, c'est ce que je vous expliquais, hein. Tout dépend de la spécialité, mais ça peut être des consultations avancées, comme je vous disais, des soins non programmés, tout ce qui concerne la télésanté, les réunions entre spécialistes sur les cas complexes. On le fait, hein, toutes ces réunions. Chaque spécialité le fait déjà entre soi, mais si ça pouvait être entre guillemets formalisé, simplifié, ce serait quand même donc beaucoup mieux. Développer des programmes de formation et d'échange des pratiques en présentiel, des pratiques, soit en présentiel ou en e-learning, peu importe. Coordonner les prises en charge. Une équipe de soins spécialisés peut dire, bon, bah maintenant on s'est réunis, allez, on va s'occuper du sommeil parce que c'est un truc que j'aime bien et on va essayer de formaliser, de contractualiser avec d'autres professionnels de santé au sein de cette équipe de soins spécialisés sur un parcours de soins bien défini. Pourquoi pas la détection de la BPCO, ça me plaît beaucoup, hein. Donc promouvoir et enrichir donc le répertoire opérationnel des ressources, développer des programmes de formation et des échanges de pratiques, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, participer à la mise en œuvre et au soutien des programmes de prévention, ça c'est extrêmement important. Faire de la prévention tout seul, c'est pas simple, c'est pas encore bien valorisé, mais peut-être que là, en étant tous ensemble, on aura un peu plus de temps pour le faire. Expérimenter, promouvoir et financer des prises en charge en téléexpertise, je l'ai déjà dit. Coordonner les lieux d'accueil de formation pour les nouvelles générations en exercice libéral. Il faut imaginer une équipe de sensibilisation comme un service, je dirais virtuel. Et ça permettrait peut-être à nos jeunes qui veulent s'installer en ville de ne pas se retrouver tout seuls, d'être dans une équipe formalisée qui existe. Organiser des réunions d'analyse de pratique et d'amélioration des prises en charge, élaborer des protocoles pluriprofessionnels avec ou sans transfert d'actes ou d'activités de soins ou de mettre en place une démarche de qualité. Je répète également, tout en respectant un parcours entre le premier recours, le troisième recours. Et ça, c'est de l'expertise de chaque spécialité. Alors voilà, je me tais. Je vais laisser la parole à ce qui existe déjà et puis ensuite on parlera un peu de technique. Donc je laisse la parole à Vincent pour l'équipe de soins spécialisés en ophtalmologie. Merci Bruno. Je voudrais déjà remercier effectivement l'URPS et rebondir un peu sur ce que disait Bruno. L'URPS est là vraiment pour vous aider. Et effectivement, Adeline qui est à ma gauche et Bruno qui est à ma droite, effectivement, ont pleinement participé. Et sans eux, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, pas hésiter effectivement à les interpeller parce que ça semble un parcours effectivement un peu compliqué. Mais maintenant, en tout cas, le chemin est tracé et c'est quand même un peu plus simple. Donc pour revenir finalement sur le SS en ophtalmo, ça a été la première en ophtalmo qui a été validée effectivement en France. Donc c'est validé depuis juillet 2022. Actuellement, on a 67 ophtalmos qui sont pleinement impliqués puisqu'ils sont adhérents. C'est une association en fait. Tout à l'heure, j'étais en réunion avec les orthoptistes puisque dans la filière visuelle, on va retrouver également les orthoptistes, les opticiens. Mais les opticiens posent un souci entre le problème effectivement de professionnels de santé et effectivement le commerce. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc le territoire d'intervention de ces 67 ophtalmos, en fait, c'est différents cabinets qui sont répartis effectivement sur le 59, le 62 et maintenant le 80. Et donc le premier axe qu'on a mis en place, c'était effectivement la prise en charge des soins non programmés en ophtalmologie. Donc l'idée, c'était de pouvoir d'offrir aux professionnels de santé et pas forcément aux patients. C'est-à-dire que tout ce qui est pour la prise de rendez-vous, c'est par téléphone, sur Internet, en direct effectivement sur sites, un site de rendez-vous en ligne ou dans le cadre de la téléexpertise, mais réservé aux professionnels de santé, de leur offrir
offrir deux moyens d'avoir des rendez-vous. Un premier, c'est le soin non programmé, c'est moins de 48 heures ouvrées. Et le deuxième, c'est ce qu'on a appelé effectivement des consultations rapides, non plus vraiment urgentes, mais vous avez besoin d'un avis rapide, c'est dans les 15 jours. Ça peut être effectivement diabétique non suivi, avec effectivement, vous pouvez avoir un doute, ce genre de choses, on peut le voir plus rapidement et pouvoir finalement offrir un rendez-vous assez facilement. Le deuxième gros but pour nous, c'était de se coordonner, de travailler ensemble. Donc c'est aussi pour ça qu'on va effectivement s'entretenir et qu'on va avancer avec les orthoptistes, puisqu'on a quand même pas mal bougé sur la délégation de tâches, mais en sécurisant le parcours du patient. Donc, il y a différents outils pour faire ce genre de choses. Et dans le troisième recours, c'était aussi pour les ophtalmologistes, effectivement, pouvoir échanger entre nous sur des cas un peu compliqués et dans certains moments, effectivement, par exemple le mois d'août, avoir des sous-spécialistes, effectivement, sur des choses un peu compliquées, la rétine chirurgicale, les pathologies tumorales, par exemple, au niveau des paupières, ce genre de choses. On a vraiment besoin, les gens qui les prennent en charge sont un petit peu moins nombreux. Effectivement, trouver aux proximité effectivement du patient le spécialiste qui va pouvoir le prendre en charge rapidement. Donc, comme disait Bruno, hein, l'idée c'est déjà on respecte l'ophtalmologiste traitant. Donc la première chose, on essaye de se rapprocher de son ophtalmo. Et si effectivement pour une raison X ou Y, il n'a pas son ophtalmo, dans ces cas-là, on va lui trouver une solution à proximité effectivement de son lieu de vie. Hein. L'idée c'est pas d'avoir un ophtalmologiste qui est à Dunkerque qui va interpréter pour un ophtalmo, pour un patient qui est à Valenciennes, hein, qu'on est suffisamment répartis. Donc 3 moyens pour nous contacter, c'est le numéro de téléphone que vous avez là. Après, vous pouvez aller sur le site internet. Donc ce numéro de téléphone, il est réservé aux professionnels de santé. Si vous le donnez aux patients, on le renverra effectivement sur un standard effectivement pour les patients vers l'ophtalmologiste auprès de chez lui, mais on ne lui donnera pas de rendez-vous. Donc il est vraiment réservé aux professionnels de santé. Les rendez-vous en ligne, effectivement, directement, ça c'est possible, il faudra une carte professionnelle. Et on a également de la téléexpertise qui fonctionne. Donc le résultat, finalement, 18 mois plus tard, la diapositive suivante, c'est pas pour moi, c'est vous. Super, merci. Voilà, donc le bilan 2023, donc on a finalement libéré 40 000 plages de rendez-vous donc, qui ont été ouverts par l'ensemble des ophtalmos. Donc 15 000 plages qui ont été en soins non programmés courts, c'est-à-dire inférieurs à 48 heures ouvrées. Et sur ces 15 000 plages, en fait, on a 10 000 patients qui ont été vus. Donc pour mémoire, c'est des patients qui sont vus dans le cadre de l'urgence, donc ils sont obligatoirement vus en secteur 1 au tarif opposable. Donc c'est une obligation effectivement pour nous, c'est dans la charte. Et on a libéré 25 000 plages de rendez-vous rapides, donc à moins de 15 jours. On a eu 22 000 patients qui ont été vus. Donc plus de 90% des rendez-vous ont été pris en ligne. Ça marche plutôt bien. J'ai presque envie de dire que ça marche trop bien, parce qu'aujourd'hui, on a parfois finalement les médecins qui, d'entrée de jeu, comme on a libéré des plages, et si c'est pas pris effectivement en professionnel de santé, ben il reste offert aux patients pour pas laisser nos agendas avec des trous. On n'a pas de trous dans nos agendas, heureusement. Et donc finalement, parfois, on a des médecins qui disent, bah, de toute façon, il y a de la place effectivement rapidement, vous pouvez le prendre directement. Bon, on a dépassé un peu plus le but sur certains territoires, mais bon, tant mieux, finalement, ça permet un accès facile à un ophtalmologiste. La téléexpertise, qui était une demande importante de l'ARS, qui nous l'a imposée en ophtalmologie, ça ne nous semblait pas forcément hyper pertinente. En pratique, quand on voit le volume de patients qu'on a vus en présentiel et le nombre de téléexpertises, on dépasse à peine les 100. On voit bien qu'il n'y avait pas une grosse demande. Ça a quand même répondu effectivement à une demande de certains confrères qui étaient parfois embêtés le samedi, le dimanche, puisqu'on répond assez facilement, parce que la plateforme fonctionne et puis on reçoit ça nous en notification sur nos téléphones. Et c'est vrai qu'un iPhone, on arrive à avoir des photos de qualité pour pouvoir leur dire, bon, bah, celui-là, il peut attendre lundi, pas mardi. Donc, bon, voilà, sur la téléexpertise, on était un petit peu dubitatif, mais ça peut quand même aider effectivement certains professionnels. Et au téléphone, ça décroche plutôt bien, puisqu'en fait, on a un numéro de téléphone dédié que pour les professionnels de santé, avec un temps moyen de décrocher qui est inférieur à 2 minutes. Par contre, ça reste un standard téléphonique avec effectivement une coordinatrice et des secrétaires qui sont effectivement aguerris à ce genre de choses. Mais ça fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 17h. Par contre, le site internet, c'est 24/24 et on décroche à plus de 90%. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. L'étape de demain, c'est de sécuriser le parcours du patient dans la filière visuelle, parce qu'on a beaucoup délégué. Donc effectivement, savoir qui fait quoi, donc entre l'opticien, l'orthoptiste, l'ophtalmo. Donc ça, c'est la prochaine étape qu'on va effectivement continuer de développer et pousser effectivement des projets un peu plus en commun avec les ophtalmologistes de ce genre de choses. Donc on est plutôt content, c'est peu contraignant. Il y a effectivement un démarrage qui est un peu lourd, mais par contre, ça répond effectivement à un vrai besoin. Voilà, je vais laisser la main à Frédéric. Merci Vincent. Je voudrais juste que tu dises, vous étiez combien d'ophtalmos à rentrer dans l'aventure et vous êtes combien actuellement à adhérer à l'équipe de soins On spécialisés? était 35 au démarrage et actuellement 67. Donc ça veut dire qu'effectivement, peut-être que pour le démarrage, il faut un groupe, pas forcément très grand,
pour pouvoir démarrer ça. Et après, donc très probablement que nos confrères vont y adhérer une fois qu'ils verront à quoi ça correspond. Parce que le gros problème, c'est de savoir à quoi ça correspond exactement. Là, on était vraiment dans les salons programmés. Et je crois aussi que dans ton ESS, il y a des petits tutos de formation disponibles Pour pour les les médecins, médecins, pour pour qu'est-ce qu'est-ce que que c'est c'est un un œil œil rouge, rouge, qu'est-ce qu'est-ce que que c'est. c'est, je Oui. ne sais pas quoi. Alors effectivement, on a toute une phase effectivement de formation. On faisait déjà depuis longtemps hein, pour effectivement les médecins généralistes. Effectivement, quand on voyait finalement un œil à un ophtalmologiste, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce qu'on peut faire quand même pas mal de choses en premier recours. Et là, on continue effectivement, par exemple, avec le SAS, avec les médecins régulateurs, où on se rend compte que finalement l'œil fait peur à beaucoup de gens et bon, on va aider un peu nos amis hospitaliers à pas recevoir des choses à 2 heures du matin pour des choses qui peuvent largement attendre le lendemain, 9 heures ou 10 heures. Donc là, il y a finalement un rôle de formation qu'on va aller faire effectivement pour les régulateurs en disant bon bah ça, le patient il reste tranquille chez lui, il vient le lendemain matin et on va lui trouver un ophtalmo sans difficulté, ça lui évite de faire 100 km à 2 heures du matin, c'est pas plus mal quoi. Donc là, on va, parce que c'est vrai que ça dépend de ce que les gens ont en place. Donc un médecin régulateur, il y a des régulations qui ont accès à des photos, il y a des régulations qui n'ont pas de photos. Il y en a qui sont à l'aise à toucher un œil, d'autres qui sont moins à l'aise à toucher un œil. Mais finalement, on peut faire quand même pas mal de choses avec de la tétracaïne, de la fluorescéine. On arrive déjà à faire pas mal de diagnostics, en tout cas simples, et faire le tri de ce qui est urgent, de ce qui n'est pas urgent en fait. Merci en tout cas, Vincent. Et donc, on va voir une autre sorte d'organisation avec Frédéric Coutenier pour lequel on va nous parler de l'ESS de pédiatrie. C'est ça, merci Bruno, merci à l'URPS pour cet accompagnement dans le cadre du développement de l'ESS de pédiatrie. Alors je ferai juste une petite correction, c'est rare, mais je vais reprendre le président. L'ESS est validé, mais pas encore fonctionnel, malheureusement, elle a pris un petit peu de retard. On espère pouvoir l'avoir fonctionnel pour la fin de l'été. On va se le dire comme ça, ce sera facile. C'est pour ça que vous n'avez pas de visuel énorme, mais vous avez quand même le privilège d'avoir pour la première fois la visualisation du logo de l'ESS de pédiatrie qui a été choisi. Nous, l'ESS de pédiatrie, elle part du constat de la difficulté de la spécialité pédiatrique et de la difficulté de prendre en charge des enfants avec une répartition assez inhomogène sur le territoire des pédiatres et des difficultés dans la prise en charge des enfants avec une accessibilité qui n'est pas toujours facile, que ce soit en pédiatrie générale ou que ce soit en sur- ou sous-spécialité, je ne sais pas comment il faut le dire. En tout état de cause, on s'est bien rendu compte que la visibilité en matière de spécialité pédiatrique n'était pas très claire. J'en ai pour preuve une réunion de l'URPS où ma collègue médecin généraliste juste à côté de moi, elle me demande si je connais un gastropédiatre. Alors il se trouve que ça tombe bien, moi je suis gastropédiatre, mais ça prouve que dans un groupe de 40, on n'était pas déjà à l'aise sur qui fait quoi et comment. Donc ça vaut quand même le coup de pouvoir répertorier ça. Donc c'est le premier axe, c'était de pouvoir monter un répertoire des différents professionnels en pédiatrie avec leur surspécialité. Alors, j'ai oublié de préciser, cette ESS est une ESS évidemment collaborative et donc il n'y a aucun intérêt pour nous à ce que on fasse de la coercition. C'est pas un énième élément, une strate administrative supplémentaire, mais c'est vraiment un outil supplémentaire pour coordonner les gens qui ont envie de le faire entre eux. C'est-à-dire que l'idée de cette ESS, c'est quand même que chacun puisse y trouver ce qu'il veut y faire et qu'on ne lui impose pas dans un mode de fonctionnement particulier telle ou telle chose. Voilà, ça semble hyper important de ne pas contraindre les gens. Je pense que c'est comme ça qu'on aura plus de monde. Donc, le premier axe, c'est ça, améliorer la visibilité en matière de spécialité pédiatrique. Ensuite, c'est dans le même axe, c'est favoriser l'accès. C'est-à-dire que pour les gens qui voudront, dans le cadre de l'ESS, participer à cette activité, c'est soit pouvoir dégager des temps de consultation spécifiques pour les collègues qui soumettront des demandes. Alors, les collègues, c'est moins organisé que chez le docteur Dédès, mais c'est nous aussi que des médicaux, c'est-à-dire les médecins généralistes, les pédiatres ou toutes les spécialités qui voudront avoir un accès à la pédiatrie. On a de nous-mêmes pour l'instant, vu le nombre, exclu les sages-femmes, orthophonistes, kinés, etc. On ne dit pas que ça ne peut pas s'organiser par la suite, mais on voulait faire quelque chose de fonctionnel et qui puisse marcher d'emblée. Donc pour l'instant, n'auront accès à ces possibilités de rendez-vous que les médecins.
Développer le recours en téléexpertise, c'est la deuxième partie de l'offre de soins, puisque on a quand même un constat, c'est qu'il y a des enfants qu'on n'a pas besoin de voir, on a juste besoin d'aiguiller nos collègues et de les rassurer sur leur capacité à prendre en charge ces enfants-là ou à avancer le diagnostic parfois et quitte à ce qu'on soit disponible ensuite pour les revoir si c'est nécessaire. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir ces deux types de possibilités. Ensuite, ce qui nous fait perdre pas mal de temps en pédiatrie, c'est la multiplicité des ressources et la difficulté pour les contacter, c'est-à-dire quel est mon CMP de secteur, quelle est ma PCO, où est le CAMS, comment je les contacte, la médecine scolaire, la PMI, etc. C'est toujours un labyrinthe. Et donc, du coup, le but, c'est quand même de ressourcer toutes ces ressources justement et d'avoir des partenariats pour avoir des liens plus directs avec eux ou une adresse mail ou un numéro de téléphone pour faciliter en fait les échanges. Éventuellement pour les PCO par exemple, c'est de savoir c'est quoi les formulaires d'adressage, qu'est-ce qu'ils ont besoin qu'on remplisse, quel est leur territoire exact. Et tout ça va être fait sur une plateforme en fait qui va permettre avec une carte dynamique en étant localisé à un endroit, de voir dans mon secteur à 5, 10, 15, 25, 30 km autour de chez moi, comment je peux faire prendre en charge quelqu'un si je ne sais pas moi-même. Comme l'a dit tout à l'heure Bruno, clairement, ça n'est pas une captation de patients, c'est pas pour chercher à avoir plus de monde. Les circuits qui sont organisés, fonctionnels, doivent rester, ils sont pertinents. Par contre, quand on est en difficulté, c'est bien d'avoir des ressources et c'est à ça que doit servir le SS de pédiatrie. Et puis ensuite, un peu plus tard, viendra la veille sanitaire et la participation à la recherche en pédiatrie, parce que on est persuadé que nous aussi, en ville, dans le monde libéral, on a des éléments à faire remonter du terrain pour améliorer la prise en charge des enfants, mieux connaître quels sont les besoins et apporter à la recherche en pédiatrie ambulatoire. Donc, c'est clair que je suis le porteur, mais je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné au départ d'une dizaine de personnes, puis ça a grossi progressivement. On a noté là 40 pédiatres impliqués. En fait, on en a plutôt 50-60 maintenant qui sont intéressés par la démarche. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément adhérer immédiatement, mais il faut savoir qu'on a environ entre 150 et 180 pédiatres sur la région et on espère pouvoir en fédérer un maximum pour pouvoir offrir aux enfants de la région cette possibilité, à leurs parents et aux professionnels qui s'en occupent. Voilà, j'en ai fini. Juste vous signaler que si vous avez des informations supplémentaires à nous demander pour l'instant, alors que le SS n'est pas fonctionnel, on a une adresse mail qui est fonctionnelle et qui est écrite ici ess.pédiatrie.hdf@gmail.com. Merci Frédéric, et ça permet de voir que l'ESS est là pour répondre à la problématique de la spécialité en elle-même. Hein, on voit très bien la différence qu'il peut y avoir une ESS d'ophtalmo, où c'était essentiellement les soins non programmés. Là, c'est pour une visibilité, pour une organisation. Donc, et puis ça permettra peut-être aussi avec la pédiatrie d'avoir des chiffres en libéral. Ce serait pas anodin quand même de les avoir. Et donc, merci donc du travail fourni. Ce que je voulais vous préciser, c'est que c'est toutes les ESS, quand on commence à y travailler au sein de l'URPS, notre première chose, c'est qu'on regroupe l'ensemble des spécialistes qui veulent venir travailler autour d'une table. Hein, et donc, on a fait, je me souviens qu'on avait réuni un peu les psychiatres, on a réuni les endocrinologues, donc vous, les pédiatres, vous êtes réunis. Puis après, de là, créer un groupe qui va donc travailler sur le projet de santé. Mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et l'ESS, le but aussi, c'est qu'elle reste ouverte à tout le monde. Hein, et tout le monde peut participer. Et il ne faut pas en avoir peur comme un travail supplémentaire. Le travail supplémentaire, il est essentiellement pour le petit groupe qui travaille au niveau du départ, mais après, c'est peut-être se libérer du temps avec des parcours de soins beaucoup mieux coordonnés. Et donc, je passe à la diapositive suivante. C'est moi. Désolé. Il était évident que ça aurait été un peu embêtant qu'on n'essaye pas de faire une ESS en pneumologie dans les Hauts-de-France. Et donc voilà, le projet de santé est terminé. On s'est réunis. Il y a eu plusieurs pneumologues qui ont travaillé dessus. Grâce à nos chargés de mission, Adeline, il y a un projet de santé qui vient donc d'être émis. Donc le but est d'améliorer le suivi, la coordination des pathologies chroniques stabilisées
sommeil, BPCO, et de libérer du temps médical. Ça, c'est pour nous, c'est extrêmement important parce qu'on est quand même si c'est important, hein, mais très pris par des revues de patients de maladies chroniques totalement stabilisées. Et s'il y avait un parcours de soins plus défini entre le pneumologue, le médecin traitant et éventuellement d'autres spécialités, mais bien définies, peut-être que nous, ça nous libérait du temps pour voir des patients dans d'autres façons. Faire le lien donc avec les établissements de santé, ce que je vous disais tout à l'heure, pour améliorer le parcours des patients atteints de pathologies respiratoires chroniques plus sévères. C'est vrai que dans chaque spécialité, on connaît où sont les ressources. Euh, qui fait de la spirale endobronchique? D'accord, bah c'est voilà. Donc nous on le sait dans notre territoire qui en fait, hein, qui va déboucher une trachée, qui va s'occuper d'une hémoptysie. Bah voilà, donc ça fait partie de notre expertise. Bien sûr qu'on voudrait développer la télé-expertise avec nos confrères, proposer une réponse aux soins non programmés. Ça c'est extrêmement important parce que donc dire qu'on ne peut pas voir les patients avant 2, 3, 4 semaines, bah, c'est toujours un peu embêtant. On ne parle pas de soins non programmés, hein, c'est un ressenti des patients. Mettre en place des réunions, alors c'est dans chaque spécialité, je ne sais pas comment vous êtes dans les autres spécialités, mais alors nous, il y a un développement de réunions extrêmement importante. Si on veut traiter un asthme AVR, il faut faire une réunion de concertation d'asthme. Si on veut traiter donc une fibrose, il faut faire une réunion de fibrose. Bah, si tout ça pouvait être un peu dématérialisé et qu'on se réunisse entre nous, ce serait quand même plus simple. Elles ont leur utilité, hein, ces réunions, mais ça multiplie quand même donc les choses. Et pourquoi pas donc avoir une source de rémunération là-dedans. Améliorer la visibilité de l'offre libérale en pneumologie, bah ça c'est toujours intéressant. Cette amélioration, elle est tant pour les pneumologues, pour les patients et bien sûr pour le médecin de premier recours et recenser les offres de stage sur le territoire et attirer les jeunes, hein, donc dans d'autres spécialités. Donc voilà, vous voyez donc les responsables actuellement affichés. On a une réunion avec maintenant notre ARS prochainement pour pouvoir donc arriver avec notre projet de santé et puis j'espère avoir plein de sous pour que ça marche. Et je vais laisser donc la parole à Estelle pour lequel donc il y avait déjà pas mal de choses de fait en dermatologie, hein, qui vous étiez même les premiers à faire donc des choses. Et puis, bah, voilà, tu travailles là-dessus, donc je te laisse la parole pour la dermatologie. Bonsoir. Alors nous, on est un tout petit groupe de travail. On a travaillé au départ à 4 et essentiellement dans le Nord-Pas-de-Calais, puisque suite à un questionnaire que j'avais fait passer au Picard, a priori c'était compliqué de mobiliser les Picards. Du coup, on était resté sur une organisation vraiment limitée au Nord-Pas-de-Calais. Donc actuellement, on a 6 dermatologues qui seraient partants, sachant qu'il y en aura peut-être un 7e qui est en temps activité bientôt à la retraite, mais qui serait éventuellement intéressé pour faire du cumul emploi-retraite et participer. Et puis j'essaie de recruter aussi des gens pour faire de la formation, puisque ça c'est une des parties importantes dans le SS Dermato. Donc on va essayer de mettre tout ça un petit peu en route et d'étoffer l'activité. Donc le but, c'était surtout de travailler en téléexpertise, parce qu'effectivement, depuis 2015, il y a une étude sur la téléexpertise pour les dépistages des cancers cutanés qui avait été réalisée dans les Hauts-de-France, qui avait commencé d'abord en Picardie, puis s'était étendue dans le Nord-Pas-de-Calais. Et on s'était rendu compte que la téléexpertise, c'est un outil qui marche très bien en dermato, qui a déjà des données pour les tumeurs cutanées qui sont assez solides. Et donc, c'est un domaine qui nous semblait être un domaine assez pertinent pour commencer cette ESS pour un diagnostic précoce des cancers cutanés. Donc, ce diagnostic nécessite cependant une formation pour les médecins généralistes pour éviter de voir arriver en téléexpertise toutes les kératoses séboréiques et tous les névus dermiques du Nord-Pas-de-Calais, parce qu'on ne pourra pas gérer tout ça. Donc, l'idée, c'est de d'abord proposer une formation à la fois clinique et dermoscopique au diagnostic des tumeurs cutanées avant de pouvoir proposer l'entrée aux médecins généralistes aux avis des dermatos. Le but étant d'améliorer la prise en charge de nos patients, c'est-à-dire qu'un mélanome, on va pas le faire attendre 6 mois et que le baso, par contre, il peut attendre 1 mois et c'est pas urgent, mais de pouvoir ainsi faire un tri et de voir en priorité les patients qui doivent être vus rapidement, éventuellement de remettre dans une file d'attente classique la kératose séboréique qui gratte et de voir le baso dans des délais corrects. Donc, ça doit amener une coordination pour améliorer la prise en charge des patients, sachant que
on peut aussi parfois déléguer certains actes, notamment des actes de chirurgie qui peuvent être un peu lourds à nos confrères ORL ou à des confrères plasticiens. Et c'est de travailler aussi en aval, après l'avis de téléexpertise, avec d'autres professionnels de santé si c'est nécessaire. Et de s'adapter à chaque réseau local, parce que ça marche déjà très bien. Il y a un certain nombre de dermatos qui ont leur réseau quand ils ont besoin d'une chirurgie un peu complexe ou de la radiothérapie ou d'un avis en RCP. Tout ça, ça existe déjà, mais c'est le rendre visible finalement, et que cette coordination qui existe déjà entre nous, entre les libéraux et les structures, soit visible pour les autorités. Donc cette activité libérale en cancéro, elle est particulièrement marquée, puisque la grande majorité des cancers de la peau sont gérés par les dermatologues libéraux, que ce soit les exérèses chirurgicales, que ce soit les photothérapies dynamiques, que ce soit les traitements topiques pour les BON ou les basosuperficiels. Ça, on s'en occupe, c'est notre quotidien. Donc l'idée, c'est aussi de dire qu'on est là et qu'on s'en occupe. Les actions de recherche sont également importantes, notamment en épidémiologie, parce qu'on est très mauvais en France sur ce domaine-là. Donc, pourquoi pas montrer qu'on sait aussi faire de la recherche en dermato, en libéral, intégrer également des jeunes, que ce soit des jeunes dermatologues ou des jeunes médecins généralistes qui veulent venir se former en dermatologie, les accueillir en compagnonnage pour leur montrer ce qu'on fait en pratique et comment ça se passe au cabinet. Et puis aussi, pourquoi pas, promouvoir la santé et l'éducation, notamment au risque solaire, sachant qu'on a la chance, donc je l'ai appris ce week-end en congrès, d'avoir nos confrères franc-comtois qui ont créé toute une plateforme avec des outils de prévention, d'information sur le risque solaire, et qui ont commencé à lancer ce qu'ils ont appelé le mois de juin jaune. Donc tout ça, pourquoi pas le relayer en région et apporter toute cette information via des réseaux qui sont à créer. Dans l'idée toujours de diminuer le risque, donc de limiter les nouveaux cancers de la peau, d'informer nos patients. Donc ce sont des activités qui sont très variées, et il est possible pour un dermatologue d'adhérer à l'une ou l'autre des activités ou à toutes en fonction de la façon dont il travaille, de ce qu'il a envie de faire, de ce qu'il a envie de développer aussi dans son activité au quotidien. Donc chacun peut trouver sa place. Donc pas hésiter à revenir vers moi si ça vous intéresse. Je suis tout à fait à votre disposition pour échanger et pour mettre tout ça en place. Excusez-moi, c'est le temps de remettre mon micro en place. Merci Estelle, pour lequel il y avait déjà une telle expertise qui avait été travaillée. Et on voit là encore que cette équipe de société part d'un besoin de la spécialité en elle-même, et donc pour pouvoir, et puis aussi se réunir peut-être au niveau national, parce qu'il y a des choses qui se font dans chaque spécialité, et peut-être reprendre des outils qui existent là aussi dans chaque spécialité. Donc c'est important. Donc j'espère qu'avec déjà ces 4 exemples un peu concrets quand même, très concrets pour l'ophtalmologie, bientôt très concrets pour la pédiatrie. Et franchement, on y tenait tous au sein de l'URPS parce que c'était important, et j'espère concret pour nous deux après. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, c'est ce que je vous disais. Donc il y a les néphrologues qui sont en train donc de réfléchir également sur une équipe de spécialisés. Donc vous avez bien compris que c'est un groupement spécialiste dans un territoire, donc voilà. Et on a eu des échanges avec les endocrinologues. On a vu un échange également avec les psychiatres, et je pense que ça viendra probablement. Et je crois qu'il y avait des psychiatres inscrits, là-dedans. Donc n'hésitez pas, si vous pensez que c'est un projet qui pourrait intéresser votre spécialité, à nous téléphoner, nous écrire. On est prêt à vous aider à regrouper l'ensemble de votre profession. Bien sûr, il faut faire un état des lieux, voir un peu où on en est, puis voir quels sont les besoins. Et puis, on est prêt à travailler dessus, comme on a travaillé sur tous les exercices libéraux qui puissent exister en premier recours et en deuxième recours. Je vous laisse la parole, peut-être. Donc, il y a Adeline Toslen qui va donc se mettre pour la suite. J'ai choisi l'ophtalmologue. Bonjour à tous. Merci à tous de vous être connectés. Donc, on travaille pas mal avec les autres URPS, parce que voilà, c'est des modalités d'organisation qui sont un peu récentes. Donc, on travaille aussi avec nos collègues des autres régions pour savoir un peu comment ils font, pour aussi s'inspirer et avancer un peu tous dans la même direction.
Donc, à notre connaissance, mais c'est un recensement qui date de fin 2023 et on sait que ça s'est pas mal accéléré. En début d'année, on avait quand même 9 ESS qui étaient opérationnels. C'est ce qu'on vous a un peu aussi expliqué en instruction et opérationnel dans la région, sachant qu'on en a à connaissance plus d'une trentaine qui sont en cours d'instruction aujourd'hui dans les autres régions. Donc, si on reste sur l'ophtalmologie, il y a nos collègues d'Île-de-France, d'ailleurs, qui ont également ouvert une ESS en ophtalmologie. On en a une en région PACA qui concerne, voilà, sur un territoire de 59 communes sur la rhumatologie. Donc là, c'est aussi un leader qui communique beaucoup. Donc, si jamais il y a des rhumatologues qui peuvent être intéressés, on a accès au projet de santé. Il est d'accord pour le partager. Et on voit que lui aussi, son axe, c'est beaucoup la télémédecine, la formation, les soins non programmés et tout ce qui est coordination. Donc, c'est des axes qui sont aujourd'hui, qui ont pas mal été repris. On a une ESS en cardiologie. Alors, on en a 2 exactement. On en a une dans la région du Pays de la Loire. Et on en a une autre qui a été aussi reconnue au niveau national et donc qui concerne plusieurs régions. Et qui a fait l'objet du coup d'un article 51. Donc là, on les a pas tous mis, mais voilà, c'était pour dire qu'il n'y avait pas que dans notre région où ça bougeait sur cette modalité d'organisation et que là aussi, on est proche de nos autres collègues et donc s'il y a des thèmes où vous rapprochez de notre SS, on pourra vous accompagner là-dedans. C'est une des grandes forces donc, de l'URPS, c'est que dans tous ces modes organisationnels particuliers où il n'y a pas encore de cadre, etc., on échange entre les URPS et vraiment tout le monde est bon à loi d'échanger sur ces sujets parce qu'on sent que c'est quelque chose qui va booster donc, derrière et ça nous donne une expérience que nous donnons aussi aux autres URPS. Donc concrètement pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout, donc comme l'a dit le docteur Stack, il y a un financement, donc qui dit financement public dit déjà en première étape la réalisation d'un projet de santé pour pouvoir effectivement décrire un peu votre projet. Donc on a repris une trame qui est à peu près identique pour tous les porteurs de projets. La première question, c'est souvent à quel besoin votre équipe va-t-elle répondre. Donc là, souvent, vous qui êtes spécialiste en médecine générale, vous savez très bien les problématiques, c'est ce qui a été dit, hein, vraiment ça ressort sur tous les projets, les délais d'accès, la baisse de la démographie médicale, le besoin aussi de sécuriser les prises en charge et de favoriser les échanges avec les médecins généralistes. On sent qu'il y a vraiment ce besoin entre médecins spécialisés en médecine générale et hors spécialité et de créer des portes d'entrée beaucoup plus faciles. Donc après, on vous demande un peu la composition de l'équipe. Donc on peut partir avec, en tout cas jusqu'à présent, avec une petite équipe et s'agrandir progressivement. Les objectifs opérationnels donc, ont été décrits là par mes confrères et l'objectif aussi, on va chercher aussi un axe de qu'est-ce que ça apporte aux patients. Quelle est l'identification du public bénéficiaire, que ce soit le patient, mais aussi les professionnels de santé, la structuration juridique. Alors là, c'est souvent un peu plus compliqué parce que, bon, en principe, jusqu'à présent, c'est l'association de 1901 qui a été créée. Mais pour éviter un peu de se lancer aussi dans des créations de nouvelles structures juridiques, où là, on sent bien qu'il y a une réticence un peu administrative de la part des médecins qu'on accompagne. On est en train de réfléchir à créer quelque chose de plus souple à une échelle régionale, en tout cas pour démarrer les projets. Donc là aussi, on est en train d'assouplir un peu toute cette phase-là. Il y a tout le lien avec le médecin traitant, parce que c'est ce que disait le docteur Stack, vraiment le respect du parcours de soins qui est décrit, la place du médecin traitant. Et c'est pour ça qu'on travaille quand ces projets avec également les médecins spécialisés en médecine générale et après les partenariats envisagés, donc que ce soit avec des établissements de santé ou toute autre structure d'exercice coordonné ou autre, ça c'est à vous de voir. Et après, une fois qu'on a à peu près rempli ces items-là, donc on va pas trop loin dans la rédaction. Le but, c'est pas de faire des documents de 50 ou de 60 pages. On est pour l'instant assez court et on a une ARS qui nous en demande pas plus. Donc on la remercie aussi de nous accompagner dans ces projets. Une fois qu'on a un peu répondu à ces questions, on envoie un pré-projet à l'ARS, on échange un petit peu avec elle, on voit si c'est un projet aussi qui correspond aussi à leurs objectifs régionaux et s'ils veulent poursuivre cet accompagnement surtout sur le volet financier. Et après, s'ils nous disent OK, on développe un petit peu plus et on rend la copie quelques mois suivants. Voilà, donc je pense que tout a été dit. Donc il faut que ça soit à l'initiative de médecins, que ça réponde à vos besoins.
Nous, là, en tout cas, notre adresse mail sera donnée à la fin et n'hésitez pas à nous contacter. Vous serez aussi accompagné de d'autres collègues ceux qui vous ont présenté leur projet pour, voilà, si vous avez besoin d'échanger aussi avec eux. Et voilà, donc on passe d'abord à un pré-dialogue avec l'ARS pour confirmer de la pertinence du projet. Après, on mobilise les acteurs, parce que ça ne sert à rien non plus de mobiliser tout le monde si on sent que ça peut pas prendre, surtout que votre temps est plus que contraint. Donc ça, on y est assez vigilant. Donc souvent on part quand on sent que quelque part la porte est un peu entrouverte. Et là, c'est là qu'on se lance dans l'élaboration du projet de santé et qu'on met à vos dispositions les ressources nécessaires. Et une fois que le projet est validé, donc là, ce que disait le docteur Coutenier, c'est pas parce que c'est validé que c'est tout de suite opérationnel, puisque déjà il y a un petit délai après pour le versement des fonds, mais ça peut arriver rapidement. Mais éventuellement créer l'association de 1901, donc la fameuse structure juridique, et puis après souvent embaucher un mi-temps de coordo ou autre pour vous aider, parce que voilà, souvent l'inquiétude des médecins, c'est oui, ça paraît intéressant, mais où je vais trouver le temps? Voilà, sachez que voilà, aucun des médecins aujourd'hui qui vous a parlé avait vraiment le temps, mais il s'est vraiment fait accompagner après du coordinateur et surtout, voilà, on va dire que c'est tout le groupe projet qui quelque part met un peu sa pierre à l'édifice, quoi. C'est faisable, ça a été fait chez nous et dans d'autres régions, et donc n'hésitez pas. Si vous voulez aussi des informations, si par exemple vous êtes médecin généraliste et sur les projets qui ont été présentés, les projets quand ils sont validés, on les met aussi sur notre site internet, donc sur le site de l'URPS Médecins Libéraux Hauts-de-France, où là vous avez à disposition déjà les cahiers des charges déjà rédigés et tous les contacts qui vous ont été donnés si ça vous intéresse aussi de contacter ces ESS et les médecins spécialistes derrière. En quelques synthèses. Oui. Je remets mon micro, excusez-moi. Donc, alors, vous avez vu, donc c'est un nouveau mode organisationnel qui n'a pas de caractère obligatoire, qui est à la demande de la spécialité concernée et qui très probablement permettra une amélioration de la prise en soin de nos patients. Alors, il y a des avantages, hein, donc pour l'instant, c'est la simplicité de sa mise en œuvre. Je dis bien pour l'instant parce qu'on verra bien donc, dans les suites, mais les professionnels, donc nous, on ne change pas de lieu d'exercice. Hein. Vous restez dans votre cabinet, vous ne changez strictement rien. Voilà, ça nous permet de se regrouper. Donc, d'ailleurs, en spécialité, on se connaît déjà pas mal. C'est l'articulation avec les soins primaires et les établissements de santé, et c'est surtout une belle visibilité pour les soins primaires. Où est-ce qu'on est, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait. C'est l'amélioration de la qualité de réponse aux besoins de santé. Bien sûr, donc les délais d'attente, on espère que ça diminuera. La visibilité de notre expertise, la promotion du travail en équipe. On va toujours travailler en équipe hein, et de manière coordonnée. L'amélioration de la continuité des soins, la pertinence des recours et la donc, répartition des plateaux techniques, facilité d'adhésion et de mode d'exercice donc conservé et le développement de tout ce qui est télésanté, en particulier là, c'est surtout la télé-expertise, mais pourquoi pas les téléconsultations assistées ou avec d'autres professionnels de santé. Alors, les points de vigilance que l'on a actuellement, c'est donc un investissement temporel de la mise en place qui est important, notamment pour élaborer le projet de santé, pour se mettre tous d'accord, mettre en place des protocoles, développer la coordination avec le médecin traitant et les équipes de soins primaires, par exemple les CPTS concernés. Soyons vigilants sur la mutualisation des moyens techniques limités. Il faut faire comprendre l'intérêt d'évoluer vers ces modes d'organisation à des professionnels où on sait tous, on est surchargé de toute façon. Moi, à mon âge, hein, j'ai fini ma carrière, hein, c'est bon. Hein. En 5 ans, allez, c'est bon, hein, c'est pas la peine que j'organise tout ça. Mais non, on répond pas à cela. Donc, voilà, c'est important pour la profession en elle-même hein, également. Le risque de déstructuration des pratiques et des usages déjà existants, si donc il y a une création sans coordination avec les acteurs de terrain. Hein, hein, le succès de ces modèles suppose l'émergence d'un leader local hein, ou d'une équipe leader crédible et appréciée qui saura donc susciter l'envie de s'organiser autrement et de fédérer les énergies. Les URPS sont là pour vous aider. Donc, j'espère qu'on a été assez clair sur ces ESS qui vont encore évoluer. Et donc, je ne vois pas de questions particulières hein, donc pour le moment. Donc, il me reste à vous remercier tous les participants
sachant que tout est enregistré, qu'il y aura une possibilité, bien sûr, une fois qu'on était inscrit, de revoir ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je remercie donc nos 4 leaders de SS qui sont donc ici. Voilà, Estelle Borne, Frédéric Houtenier, Vincent Dédès, et surtout je remercie nos équipes de salariés qui vraiment bossent comme des fous. Mais je remercie également l'ensemble des élus de l'URPS parce que on n'a eu aucune opposition et vraiment un travail commun. Et comme on le disait, ce qui est important d'être ensemble parce que quand on travaille avec les médecins spécialistes en médecine générale, ils nous donnent leur avis, ils nous donnent également quels sont leurs besoins. Et on ne pourrait pas faire ça si on n'était pas tous coordonnés. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Et je crois que Adeline, on a tenu les temps. Merci, une bonne soirée. Merci, au revoir. Il ferme. Merci à vous pour votre présentation très claire. Une au moins qui nous a dit merci. Sophie, ça doit être une pédiatre, ça. On est encore en ligne. On va couper le micro.